Bonjour et bienvenue dans l'iceberg des disparitions mystérieuses et inexplicables. Aujourd'hui les aventuriers, nous allons plonger ensemble dans ces histoires qui défient la logique. Ces moments terrifiants où des gens se sont volatilisés sans laisser la moindre trace. Pour cette première partie, nous allons explorer la surface de l'iceberg. Nous allons nous demander comment un étudiant peut entrer dans un bar bondé et ne jamais en ressortir. Nous suivrons ensuite la cavale sanglante du Xavier Dupont de Ligonnès anglais et nous plongerons dans l'enlèvement terrifiant d'une jeune femme disparue en pleine balade à vélo. Avant de plonger ensemble dans l'inconnu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est un petit geste qui fait toute la différence pour le référencement. Bref, sans plus attendre les aventuriers, sortez vos carnets et ouvrez l'œil, car nous partons dès maintenant découvrir les histoires inquiétantes de la surface de l'iceberg, des disparitions mystérieuses. Très bien les aventuriers, débutons notre descente dans l'iceberg avec une histoire qui continue de hanter les enquêteurs. Nous sommes en juillet 2014 sur le soleil de Varna, une populaire station balnéaire de Bulgarie. Lars Mittank, un Allemand de 28 ans, profite de ses vacances avec ses amis et passe des journées tranquilles sur les plages de Golden Sands. Mais un soir, tout bascule. Une dispute éclate entre Lars et d'autres ressortissants allemands, possiblement à cause d'une rivalité entre supporters de football. La suite des événements est assez floue, Lars et ses amis se séparent devant un restaurant, ce dernier rentre à l'hôtel, tandis que Lars disparaît dans la nuit. Mais fort heureusement, le jeune homme réapparaît le lendemain, mais semble en mauvais état, et pire encore, il livre un témoignage pour le moins troublant. Il raconte qu'il a été passé à tabac par 4 hommes embauchés par le groupe de supporters rivaux. Il arbore une plaie à la mâchoire et, surtout, il souffre d'une rupture de tympan à cause d'un coup porté à l'oreille. Et c'est là que notre histoire bascule les aventuriers. Ses amis doivent repartir à date prévue, mais le médecin déconseille à Lars de prendre l'avion à cause de la pression. Il décide donc de les laisser partir, de trouver un hôtel bon marché pour se reposer, avant de prendre un bus pour rentrer en Allemagne. Mais à partir du moment où il se retrouve seul, son comportement devient erratique, pour ne pas dire paranoïaque. Il appelle sa mère en Allemagne, paniqué, et murmure qu'il est suivi par des hommes qui lui volent du mal. Il lui demande de bloquer ses cartes de crédit, se barricade dans sa chambre d'hôtel, puis la quitte au milieu de la nuit, terrifié, avant d'errer dans la ville. Le lendemain matin, il prend un taxi pour l'aéroport de Varna, espérant enfin rentrer chez lui. Mais c'est là que le mystère devient total. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, les caméras de surveillance capturent Lars entrant dans le terminal, puis se diriger vers le cabinet médical afin d'obtenir l'autorisation de voler. Puis soudain, quelque chose d'inexplicable se passe. Selon le médecin, un ouvrier du chantier voisin entre dans la pièce et Lars, près d'une panique inexplicable, se lève et s'enfuit en hurlant. On voit ensuite Lars sprinter hors du cabinet, traverser le hall principal et abandonner tous ses bagages, son portefeuille et son téléphone. Il court comme si sa vie en dépendait, sort précipitamment du terminal, traverse le parking, escale une clôture de 2,50 m de haut et disparaît dans l'immense forêt qui borde l'aéroport. Ces images sont les dernières preuves de l'existence du jeune homme, car depuis, personne ne l'a jamais revu. La forêt a été fouillée, mais elle est dense et aucun indice n'a été retrouvé. Mais alors, que s'est-il passé? Les théories sont nombreuses, et la plus évidente est celle d'une bouffée délirante aiguë. Le stress causé par sa blessure, la solitude et peut-être un médicament qu'on lui aurait donné aurait provoqué une psychose soudaine. Mais certains se demandent si sa paranoïa était justifiée. Peut-être que Lars était sous l'emprise de substances illégales, ou bien peut-être qu'il a eu affaire à la mafia locale. Bon, nous sommes désormais à Mason City, une petite ville tranquille de l'Iowa. C'est un petit coin tranquille du Midwest américain où tout le monde se connaît et l'on ne verrouille pas sa porte. C'est là que vit Jodi Eisentraut, une petite célébrité locale. En effet, la jeune femme est une étoile montante du journalisme et est la présentatrice de la matinale sur la chaîne KMT TV. Jodi est donc un visage familier qui rythme le quotidien de milliers de personnes chaque matin. Mais le mardi 27 juin 1995, quelque chose va se produire et bouleverser à jamais le quotidien tranquille de la région. Il est 4 h du matin lorsqu'Amy Coons, une productrice de la chaîne, s'inquiète de ne pas voir Jodi arriver. Elle l'appelle chez elle et Jodi décroche, somnolente. La jeune femme s'excuse, elle a oublié de mettre son réveil et promet d'être là dans quelques minutes. Ok, c'est un incident banal qui pourrait arriver à n'importe qui. Et pourtant le temps passe, mais Jodi n'arrive toujours pas. Il est 6 h du matin lorsqu'Amy doit prendre l'antenne à sa place, puis la police est appelée pour se rendre à l'appartement de Jodi. L'inquiétude monte d'un cran lorsque les policiers font une découverte glaçante sur le parking du domicile. La Mazda Miata rouge de Jodi est toujours là, avec les clés enfoncées dans la serrure de la portière côté conducteur. Mais surtout, divers objets appartenant à la jeune femme ont été retrouvés éparpillés, il y a des traces de ripage sur le sol, comme si quelqu'un avait été traîné de force. L'enquête démarre sur les chapeaux de roue. Jodi Eisentraut est une personnalité publique et, ironie du sort, sa disparition fait la une nationale. Mais alors, qui aurait bien pu vouloir s'en prendre à elle?
C'est le témoignage d'un voisin qui oriente les enquêteurs sur une piste prometteuse. Il affirme avoir vu une camionnette blanche garée avec ses phares allumés et le moteur en marche au moment de la disparition de Jody. Malheureusement, l'investigation piétine. On découvre bien une empreinte de paume sur la voiture de Jody, mais elle ne mène nulle part. D'autres témoins disent même avoir entendu un cri cette nuit-là, mais l'information est vague. Les jours deviennent des semaines, puis des mois. Des centaines de bénévoles se mobilisent pour fouiller la région, les policiers redoublent d'efforts et des détectives privés sont même engagés, mais l'enquête piétine. Tony Jackson, un agresseur en série qui vivait dans la région, a été longuement interrogé, mais jamais inculpé faute de preuves. L'affaire devient un cold case et Jody Eisentraut est déclarée légalement morte en 2001. Notre histoire pourrait s'arrêter là, mais un ultime rebondissement survient 7 ans plus tard, lorsque la rédaction d'un journal local reçoit une enveloppe anonyme. À l'intérieur se trouvent des photocopies de 84 pages du journal intime de Jody, une pièce à conviction, censée être sous-scellée. L'enquête révèle que le courrier est envoyé par l'épouse de l'ancien chef de la police de Mason City. On apprend alors que l'ex-chef avait, en quittant son poste, tout simplement emporté une copie du journal chez lui. Une question demeure alors. Pourquoi sa femme a-t-elle décidé de faire fuiter cette preuve? Voulait-elle révéler un secret que la police elle-même avait enterré, ou pire encore? Ça, c'est à vous de me le dire. Ah, voici une histoire fascinante qui est devenue une véritable légende américaine. Nous sommes le 24 novembre 1971 lorsqu'un homme d'une quarantaine d'années, sobrement vêtu d'un costume noir, d'une cravate et d'un imperméable, achète un billet aller simple pour Seattle, à l'aéroport de Portland. Il s'enregistre sous le nom de Dan Cooper, puis monte à bord du vol 305 de la Northwest Orient Airlines. Il s'installe à l'arrière, commande un bourbon avec soda et allume une cigarette. Rien de plus banal en apparence pour cette époque, mais vous allez voir que ce simple vol de 250 km va basculer dans l'horreur totale. Car, peu après le décollage, Cooper interpelle calmement Florence Schaffner, une hôtesse de l'air. Il lui tend une enveloppe et, pensant qu'il s'agit du numéro de téléphone d'un homme d'affaires solitaire, l'hôtesse la glisse dans sa poche. Mais l'homme insiste, et ce qui ne semble être qu'une tentative maladroite de flirt prend une tournure sinistre lorsqu'il s'exclame. « Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder cette note. J'ai une bombe avec moi. » Florence, tentant bien que mal de garder son calme, et lui demande de voir l'engin. Dan Cooper ouvre brièvement sa mallette, révélant un assemblage de bâtons rouges, de fils et d'une batterie. La scène est absolument surréaliste, et l'homme d'un ton calme et maîtrisé, et non ses exigences. Il veut 200 000 $ en billets de 20 $ non marqués, ainsi que 4 parachutes. Quelques instants plus tard, l'avion atterrit à Seattle, la compagnie aérienne rassemble l'argent et les parachutes. En échange, Cooper libère les 36 passagers et 2 membres d'équipage, mais garde avec lui le pilote, le copilote, l'ingénieur de vol et une hôtesse de l'air. Il ordonne ensuite au pilote de redécoller, direction Mexico, mais avec des instructions très précises. L'avion doit voler bas à la vitesse la plus lente possible sans décrocher, et avec le train d'atterrissage sorti. Puis, quelque part, au-dessus du sud de l'état de Washington, alors que l'équipage est confiné dans le cockpit, Cooper fait quelque chose d'impensable. Il se dirige vers l'arrière de l'avion, abaisse l'escalier ventral et, au milieu d'une nuit glaciale et pluvieuse, il saute dans le vide avec l'argent et un parachute. Ouais, je vous l'accorde, on fait face à une véritable scène de film d'action, et d'ailleurs, l'incident a eu le droit à une adaptation sur grand écran. Bref, évidemment, l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire des États-Unis commence. L'armée, le FBI, la police locale, tout le monde ratisse la zone de saut présumé, mais on ne trouve rien. Celui que l'on surnomme D.B. Cooper devient un héros populaire pour certains, et un fantôme insaisissable pour les autres. L'enquête piétine pendant 9 ans, jusqu'en 1980. Brian Ingram, un jeune garçon qui campe avec sa famille sur les rives du fleuve Columbia, et d'ailleurs, on reparlera du fleuve Columbia un peu plus tard, trouve 3 paquets de billets à moitié enterrés dans le sable. Les numéros de série correspondent à l'argent de la rançon, mais cela ne résout rien, bien au contraire. Ces 5 800 $ sont très endommagés, et ont été trouvés bien en dehors de la trajectoire de vol initiale. Les théories sont infinies, et parmi elles, la mort de Cooper lors du saut tient la corde. En effet, sauter de nuit, par mauvais temps et dans une forêt épaisse, laisse peu de place au doute. Seulement voilà, aucun corps n'a jamais été retrouvé et l'homme aurait très bien pu réussir son coup. Depuis, des dizaines de suspects ont été étudiés, mais aucune preuve n'a jamais été concluante. Puis en 2016, le FBI a officiellement clos l'enquête active et à ce jour, D.B. Cooper reste le seul pirate de l'air de l'histoire américaine à n'avoir jamais été identifié. Cap désormais sur la magnifique région du Québec. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les aventuriers québécois et franco-canadiens qui regardent mes vidéos. Bref, je vais vous parler d'une histoire assez récente et qui a fait grand bruit outre-Atlantique. Marilyn Bergeron est une jeune femme de 24 ans, tout ce qu'il y a de plus banal. Elle est une jeune femme brillante qui vient d'obtenir un diplôme en art et technologie des médias et qui enchaîne les emplois dans l'espoir de devenir agente de bord et de déménager dans l'Ouest canadien. Mais tout bascule au début de l'année 2008. Marilyn ne se sent pas bien et s'installe au domicile de ses parents dans la ville de Québec.
Sa famille la sent fragile et anxieuse, mais Marilyn refuse catégoriquement de parler et se renferme sur elle-même. Le 17 février, elle annonce qu'elle part, elle prépare un sac à dos et quitte la maison familiale. Ses parents pensent qu'elle part pour une courte escapade et qu'elle a juste besoin de se retrouver. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ne reverront plus jamais leur fille en vie. La suite de l'histoire, on la connaît grâce aux caméras de surveillance. Marilyn prend un bus pour Sherbrooke, une ville qui est totalement inconnue. Quelques heures plus tard, elle retire de l'argent dans un distributeur, puis se rend dans un café Tim Hortons. Marilyn tente d'acheter un café, mais sa carte est refusée. Elle semble perdue, nerveuse, et le personnel dira plus tard qu'elle avait l'air traquée. Puis Marilyn quitte le café, la machine s'emballe, sa famille est dévastée et ne comprend pas. Qu'est-ce qui a fait fuir la jeune femme? L'affaire piétine et les bergerons se heurtent à un mur, car la police de Québec traite l'affaire comme une fugue. Ils supplient pour que l'enquête soit transférée à la Sûreté du Québec ou à la police de Montréal, mais leurs demandes sont rejetées. Puis, en 2017, une bombe éclate. Jonathan Gauthier, un ami de Marilyn, brise le silence et raconte ce qu'il a vu en 2007. Un jour, il avait retrouvé Marilyn chez elle, abattue et écoutant de la musique dans le noir. Jonathan, inquiet, lui avait demandé si elle avait été agressée ou si elle avait été témoin d'un meurtre. Et la réponse est pour le moins glaciale, la jeune femme affirme avoir vécu bien pire que cela. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des témoignages affluent, la plaçant en Ontario, puis un autre couple raconte une scène surréaliste. Une nuit de décembre 2009, à 2h du matin, une jeune femme en pleurs et à peine vêtue pour le froid a frappé à leur porte. Elle a demandé à utiliser leur téléphone, n'a joint personne, puis est repartie dans la nuit pluvieuse. Aujourd'hui, c'est sur cette piste que la famille s'accroche. Il semble évident que Marilyn a fait quelque chose de terrible, un secret si horrible qu'elle a dû effacer sa propre vie. En fin de compte, peut-être que la seule façon de survivre à ce qu'elle avait vu, c'était de cesser d'être Marilyn Bergeron. Parfois, l'ironie de l'histoire est cruelle. Comment l'homme qui a pratiquement inventé le roman policier peut-il finir au centre de la disparition la plus absurde et la plus inexpliquée de son temps? Nous sommes en 1849. Edgar Allan Poe est au sommet de sa gloire littéraire, mais sa vie personnelle est un chaos. En septembre, il quitte Richmond pour se rendre à Philadelphie afin de rencontrer son éditeur. Il a de l'argent sur lui, il semble lucide, mais il doit faire une courte escale à Baltimore. Et c'est là que l'écrivain s'efface pour laisser place aux fantômes. Pendant 5 jours, Edgar Allan Poe n'existe plus. Personne ne sait où il s'est volatilisé entre deux trains. Puis, le 3 octobre, un typographe nommé Joseph Walker tombe sur un homme affalé dans le caniveau d'une taverne de Baltimore qui sert de bureau de vote. L'homme est fiévreux, en plein délire, et porte des vêtements qui ne sont manifestement pas les siens. Walker en connaît la célébrité déchue, c'est Edgar Allan Poe. Immédiatement transporté à l'hôpital, l'écrivain ne reprendra jamais vraiment conscience. La seule chose qu'il répète encore et encore, c'est un nom. Reynolds. D'accord, mais qui est Reynolds? Eh bien, nous ne le saurons jamais car le 7 octobre 1849, Edgar Allan Poe s'éteint sans avoir livré le secret de ses derniers jours. Les théories, vous vous en doutez, sont aussi sombres que ses propres récits. Certains pensent que Poe serait mort d'une intoxication massive d'alcool. Très bien, mais cela n'explique ni les vêtements étranges, ni la disparition de 5 jours. C'est alors qu'une hypothèse pour le moins audacieuse voit le jour, celle du cooping. Le jour où Poe a été retrouvé était un jour d'élection à Baltimore, et la ville était réputée pour ses gangs politiques. Le cooping consistait alors à kidnapper des gens dans la rue, à les droguer, à les battre, à les déguiser et à les forcer à voter plusieurs fois dans différents bureaux de vote avant de les abandonner dans la rue. Cela expliquerait tout. Le délire, les vêtements et l'état pitoyable de l'écrivain. Mais si la théorie est séduisante, on ne peut définitivement écarter l'hypothèse d'une méningite ou même d'un meurtre commandité par un rival. Et vous les aventuriers, vous en pensez quoi? Madeleine McCann. Voilà un nom dont vous avez forcément entendu parler, un nom qui a déclenché une tempête médiatique si intense qu'elle dure encore aujourd'hui. Il n'est pas facile de résumer une affaire aussi complexe en quelques mots seulement, mais je me prête à l'exercice. Nous sommes le 3 mai 2007 à Praia da Luz, un complexe hôtelier paisible de la région de l'Algarve, au Portugal. Kate et Jerry McCann, 2 médecins britanniques, sont en vacances avec leurs 3 jeunes enfants, dont Madeleine, 3 ans, et des amis, un groupe qui sera surnommé le Tapas 7. Ce soir-là, comme les soirs précédents, les adultes dînent dans un restaurant tapas à environ 50 mètres de leur appartement, situé au rez-de-chaussée. La soirée se déroule parfaitement et les enfants dorment à point fermé. Les Tapas 7 ont mis en place un système de surveillance. Toutes les 30 minutes, l'un d'eux quitte la table pour aller vérifier que tout va bien. À 21h05, Jerry va voir. Tout est calme, il voit la petite Maddie et ses jumeaux endormis. Mais à 22h, c'est au tour de Kate.
Elle entre dans l'appartement 5A et, détail inquiétant, la porte de la chambre des enfants est grande ouverte, bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Elle la pousse et c'est l'horreur absolue. Le lit de Maddie est vide. En quelques heures, la disparition d'une petite fille britannique au Portugal devient l'affaire numéro 1 dans le monde entier. La police portugaise locale arrive sur les lieux, mais la scène de crime est gérée de manière catastrophique. Des dizaines de personnes ont déjà piétiné l'appartement, contaminant d'éventuelles preuves. L'enquête patine et, rapidement, on soupçonne un enlèvement. Une amie du groupe affirme avoir vu un homme vers 21h15 s'éloignant de l'appartement en portant un enfant en pyjama rose, semblable à celui de Madeleine. Puis l'histoire prend un tournant que personne n'avait vu venir. Après des mois d'enquête infructueuse, la police portugaise, sous une pression immense, change radicalement de fusil d'épaule. Il désigne Kate et Jerry McCann comme les suspects officiels. La théorie propose que Maddie serait morte accidentellement dans l'appartement et les parents, paniqués, auraient simulé un enlèvement pour couvrir le drame. Cette hypothèse s'appuie sur des alertes de chiens renifleurs britanniques dans l'appartement et sur une voiture louée par le couple. Avouez que c'est louche, mais finalement, ces preuves s'avèrent peu concluantes et les McCann seront blanchis l'année suivante. Des années de silence s'installent jusqu'à ce qu'en 2020, la police allemande annonce une nouvelle piste. Le coupable serait Christian Bruckner, un délinquant sexuel qui vivait dans la région en 2007. Embarquons désormais sur le Disney Wonder, un gigantesque navire de croisière qui abrite un microcosme de loisirs, de luxe, mais aussi de travail acharné. C'est un paquebot pouvant accueillir des milliers de personnes qui cohabitent dans un labyrinthe de couloirs, de ponts et de zones interdites au public. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un s'évapore au milieu de l'océan ? Notre histoire débute le 21 mars 2011 lorsque Disney Wonder quitte Los Angeles pour une croisière le long de la côte mexicaine. Rebecca Coriam, une jeune Britannique de 24 ans, travaille à bord en tant qu'animatrice pour la jeunesse, un poste qu'elle affectionne particulièrement. Seulement voilà, le lendemain, Rebecca ne se présente pas à son poste. On pense tout d'abord à une faute professionnelle de la jeune femme, on la cherche partout, mais elle est introuvable. Grâce à une caméra de surveillance, on voit Rebecca parler au téléphone, dans un salon réservé à l'équipage. Elle semble contrariée, voire même en détresse, puis s'éloigne du champ de la caméra. Peu de temps après, sa carte magnétique est utilisée pour la dernière fois pour accéder à sa cabine. Le navire est fouillé de fond en comble, les passagers sont interrogés, mais il n'y a rien à faire. Rebecca Coriam s'est volatilisée. La compagnie de croisière et la police des Bahamas, où le navire est immatriculé, ouvrent immédiatement une enquête. Et très vite, la conclusion officielle tombe. Rebecca est emportée par-dessus bord, probablement par une vague scélérate, alors qu'elle se trouvait sur un pont réservé à l'équipage. Fin de l'histoire, on passe à autre chose. Mais un détail cloche. La zone où Rebecca a vraisemblablement disparu est entourée de hauts murs d'acier et il est physiquement impossible de tomber ou d'être emporté par une vague. Bon, je vous l'accorde, cette affaire est vraiment étrange et vous n'êtes pas au bout de vos surprises car d'autres détails troublants émergent. Pourquoi ces shorts retrouvés dans la cabine semblaient-ils déchirés ? Pourquoi des sandales qui ne lui appartenaient pas ont-elles été retrouvées près de la zone où elle aurait disparu ? Et surtout, pourquoi cet appel téléphonique la montrait-elle si bouleversée ? La disparition de la jeune femme est si bizarre qu'elle attire l'attention du Guardian et des politiciens britanniques. L'ancien vice-premier ministre John Prescott est même convaincu que l'affaire est pourrie et qu'il s'agit d'un crime. Malheureusement, nous n'aurons sans doute jamais le fin mot de l'histoire. Les parents de Rebecca se sont battus pendant des années, convaincus que la compagnie a voulu étouffer l'affaire. Ce sont des allégations graves, je vous l'accorde, mais elles ne viennent pas de nulle part. Un membre d'équipage, terrifié, a fini par lâcher cette bombe à un journaliste. Disney, c'est exactement ce qui s'est passé. Tout ici est filmé. Il y a des caméras de surveillance partout. Je suis convaincu que Disney a la vidéo. Une vidéo des derniers instants de Rebecca existerait donc, mais la compagnie garderait le silence pour ne pas entacher sa réputation. Si cette vidéo existe, quelque part dans un coffre-fort, elle pourrait lever le voile sur l'un des plus grands mystères de l'histoire navale moderne. Allez les aventuriers, on vogue encore un peu, mais cette fois-ci nous changeons radicalement d'ambiance et d'époque. En 1610, le monde est encore une carte pleine de blanc et tout reste à découvrir. Les explorateurs de l'époque rêvent de parcourir l'Arctique et de trouver une voie rapide vers les richesses de l'Asie. Henry Hudson est assurément l'un des explorateurs les plus obstinés de son époque. Cet Anglais, naviguant pour le compte de la compagnie anglaise de Muscovy, a déjà tenté sa chance plusieurs fois, sans grand succès. Cette année-là, il repart à bord du Discovery et est convaincu qu'il va trouver le fameux passage du Nord-Ouest. Il s'enfonce dans les eaux glaciales du Canada, découvre un immense détroit, puis une mer intérieure si vaste qu'il pense avoir réussi. Mais la baie n'est pas un passage, c'est un piège mortel. L'hiver arrive plus tôt et plus violemment que prévu, et le Discovery est pris par les glaces en novembre 1610. L'équipage est forcé d'hiverner sur place dans des conditions apocalyptiques.
Le froid est inimaginable, la nourriture se fait rare et le scorbut ronge les hommes. Mais à la différence de la célèbre expédition Franklin, qui connaîtra un sort similaire 2 siècles plus tard, ici, l'ennemi final ne sera pas la nature, ce seront les hommes eux-mêmes. Quand le printemps 1611 brise enfin les glaces, le navire est libre, mais l'équipage, lui, est brisé. Et c'est là que le drame se joue. Le 26 juin 1611, une mutinerie éclate, menée par les hommes les plus affaiblis et les plus en colère. Hudson et 8 membres d'équipage sont maîtrisés et jetés dans une simple chaloupe. On leur donne quelques provisions, des armes dérisoires, et on les abandonne au milieu de cette mer de glace. Commandé par les mutins, Discovery fait demi-tour vers l'Angleterre dans des conditions apocalyptiques. Quand les survivants arrivent à bon port, ils sont arrêtés et jugés, mais ne seront jamais punis, car ils sont les seuls à connaître la route vers la baie d'Hudson. Ok, c'est très bien tout ça, mais qu'en est-il d'Henry Hudson et de ses hommes? En fait, personne ne le sait, et on suppose qu'ils ont succombé au froid, à la faim ou à des attaques d'Inuits. Ou alors ils ont réussi à survivre sur la terre ferme, fondant peut-être une lignée inconnue et survivant dans les tribus autochtones. Allez savoir les aventuriers, nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire. Ok, nous sommes toujours au Canada, mais cette fois-ci à Yorkton, une petite ville de la province du Saskatchewan. Michaela Bally est une adolescente de 16 ans, tout ce qu'il y a de plus banal. Le 16 avril 2016, sa journée commence comme d'habitude. Sa grand-mère la dépose à son lycée, puis Michaela dépose ses affaires dans son casier. Mais à partir de cet instant, Michaela va suivre un scénario que personne ne comprend vraiment. En effet, l'adolescente ne se rend pas en cours et quitte l'établissement scolaire pour aller prendre un café. Michaela se rend d'abord chez un prêteur sur gage pour tenter de vendre une bague, puis retire 55 $ canadiens à la banque. Elle passe ensuite plus d'une heure et demie au café Tim Hortons, mais son comportement est erratique. Elle entre et sort, utilise son téléphone, envoie un SMS à une amie et demande même à une inconnue de l'aider à louer une chambre d'hôtel. Après avoir disparu en temps des caméras, elle réapparaît au dépôt de bus où elle se renseigne sur un trajet pour Regina, mais n'achète pas de billets. Plus étrange encore, à 11h59, elle retourne brièvement à son école pour parler de son projet de voyage à des amis. Michaela part ensuite déjeuner au restaurant Trail Stop qui est juste à côté de la gare routière. L'adolescente est vue pour la toute dernière fois, quittant ce restaurant entre 13h et 13h45. Ses téléphones sont éteints et son compte Instagram devient subitement inactif. L'enquête révèle rapidement que cette journée n'était pas impulsive, car Michaela utilisait des applications de messagerie éphémères pour communiquer avec des inconnus. Elle avait parlé à ses amis d'un homme, peut-être Christopher ou bien Josh, qu'elle prévoyait de rencontrer. Elle avait aussi mentionné son intention de se rendre à Regina ou Saskatoon, les 2 grandes villes de la province. 3 grandes théories s'affrontent alors pour expliquer la disparition de Michaela. Tout d'abord celle de la fugue volontaire, mais alors, pourquoi l'adolescente est-elle partie sans l'argent qu'elle avait économisé? La deuxième hypothèse s'attarde sur un probable trafic d'êtres humains. En effet, un rapport gouvernemental a confirmé que la région de Yorkton et Saskatoon est une plaque tournante pour ce genre de crime. Mais la piste la plus probable mène à son téléphone. L'adolescente avait une vie en ligne massive et secrète, cachée derrière de multiples applications et pseudonymes. Les enquêteurs ont plongé dans son historique, mais ont été vite ralentis par les lois américaines sur la protection de la vie privée. Alors, peut-être que Michaela est attirée dans un piège par un prédateur en ligne et que l'homme qu'elle attendait si nerveusement dans cette gare routière est responsable de sa disparition. Imaginez un pays au sommet de sa puissance. Imaginez son leader, l'homme qui tient la barre, respecté et en pleine force de l'âge. Et maintenant, imaginez qu'un dimanche après-midi, cet homme aille simplement se baigner et ne revient jamais. C'est l'histoire, aussi absurde que réelle, de la disparition d'Harold Holt. Nous sommes le 17 décembre 1967. Holt est le 17e Premier ministre d'Australie, c'est un homme charismatique, mais aussi un nageur et un plongeur aguerri qui adore l'océan. Au pouvoir depuis près de 2 ans, il est un allié indéfectible des États-Unis, en plein cœur de la guerre du Vietnam. Ce jour-là, il se détend sur la côte de Victoria, près de sa résidence de vacances. Il est avec des amis quand il décide de s'arrêter à Cheviot Beach, une plage isolée réputée dangereuse, qu'il connaît pourtant très bien. La mer est agitée, les vagues sont puissantes, mais Holt, confiant, décide d'y aller pour se rafraîchir. Il entre dans l'eau, mais ses hommes le voient soudainement lutter, visiblement pris dans un courant traître. Et là, sous leurs yeux, il disparaît. La panique s'installe et il donne l'alerte. En quelques heures seulement, la plus grande opération de recherche de l'histoire australienne est lancée et des hélicoptères, des navires de la marine, des plongeurs d'élite et des centaines de volontaires ratissent la zone. Pendant des jours, on sonde la plage et l'océan, mais on ne trouve absolument rien. L'enquête officielle conclut rapidement une mort accidentelle par noyade. Mais en l'absence de corps, cette conclusion n'a jamais satisfait tout le monde. Et c'est là, les aventuriers, que les théories les plus folles ont commencé à fleurir. Harold était-il dépressif? A-t-il organisé sa propre fin, choisissant l'océan comme tombeau pour ne jamais être retrouvé?
Ou bien, peut-être faut-il chercher ailleurs. Holt était un fervent partisan de la guerre du Vietnam. Et s'il avait été éliminé? Certains ont affirmé qu'il avait été assassiné par la CIA, peut-être parce qu'il voulait retirer l'Australie du conflit. D'autres ont retourné l'hypothèse. Et si Holt lui-même était un espion communiste? Selon certains, il aurait été exfiltré par un sous-marin chinois qui l'attendait au large afin de finir ses jours à Pékin. Bien sûr, rien de tout cela n'a jamais été prouvé, mais en Australie, son nom est devenu une légende. Quand quelqu'un disparaît sans laisser de traces, on appelle ça faire une Harold Holt. Peut-être que le nom de Jim Gray ne vous dit rien, et pourtant, il est une véritable légende dans le monde de la technologie. En effet, il est lauréat du prix Turing, l'équivalent du Nobel pour l'informatique, pour ses travaux ayant révolutionné les bases de données. Chaque fois que vous faites une transaction en ligne, que vous réservez un billet d'avion ou que vous consultez vos comptes bancaires, c'est en partie grâce à son travail. Mais en plus d'être un génie de l'informatique, Jim est un marin passionné et expérimenté. Le dimanche 28 janvier 2007, Jim Gray part seul de San Francisco à bord de son voilier, le Tenacious. Sa mission est personnelle. Il veut se rendre aux îles Farallon afin de disperser les cendres de sa mère. La météo est clémente, la mer est calme, mais surtout, c'est un trajet qu'il connaît par cœur. Il prévient sa famille qu'il sera de retour dans l'après-midi, mais il ne sera jamais revu. Quand il ne rentre pas à bon port, l'inquiétude monte. Les gardes-côtes sont alertés et l'une des opérations de recherche privée les plus high-tech de l'histoire se met en place. Ses amis de Google utilisent des algorithmes pour analyser les images satellites de la zone, tandis qu'Amazon fournit son infrastructure pour coordonner les données. Seulement voilà, c'est le vide absolu et il n'y a aucune trace de Jim. Le Tenacious, un voilier pourtant équipé de balises de détresse, d'un radeau de sauvetage et de gilets, n'a émis aucun signal. Alors, que s'est-il passé? La théorie la plus simple est un accident soudain et catastrophique. Un navire plus gros aurait pu heurter le voilier sans même s'en rendre compte, le voyant par le fond en quelques secondes seulement. Ou bien Jim a fait une crise cardiaque soudaine et est tombé par-dessus bord. Certains ont évoqué des théories plus sombres. Un homme de sa stature, détenant des connaissances critiques, aurait pu être la cible d'un enlèvement par une puissance étrangère. Il y a des mystères qui commencent par un acte de rébellion et d'autres qui défient toute logique. La disparition d'Aisha Degree, une fillette de 9 ans, est un véritable bug dans la matrice. Nous sommes le 14 février 2000 à Shelby, en Caroline du Nord. La veille, Aisha, une élève décrite comme studieuse, joyeuse et étonnamment prudente pour son âge, passe une soirée normale. Elle et son frère jouent à un jeu vidéo, puis une coupure de courant plonge la maison dans le noir. Vers 2h30 du matin, Harold Degree inspecte la chambre de sa fille et la découvre dans son lit, dormant à côté de son frère. Mais quelque part entre 2h30 et 4h du matin, Aisha se lève. Elle fait son sac à dos, y mettant des vêtements, des photos de famille et un livre de la bibliothèque. Puis elle sort de sa maison, seule sous une pluie battante et un vent glacial, et commence à marcher le long de l'autoroute 18. Ok, mais pourquoi? Eh bien, c'est la question qui hante cette affaire. Vers 4h du matin, les routiers la voient marcher sur le bas-côté, emmitouflée dans son manteau et son sac à dos visible. L'un d'eux trouve la situation si étrange qu'il fait demi-tour pour l'aider. Il s'approche, mais en voyant le camion ralentir, la petite fille quitte la route et court pour se cacher dans les bois. C'est la dernière fois qu'Aisha sera vue. Au petit matin, ses parents se réveillent et découvrent son lit vide. La panique s'installe et les recherches commencent. Il faudra attendre 3 jours pour que les policiers découvrent des emballages de bonbons et un crayon dans un hangar, près de l'endroit où le camionneur l'a vu disparaître. Puis en août 2001, à plus de 40 km de là, un ouvrier du bâtiment découvre un objet emballé dans des sacs poubelles. C'est le sac à dos d'Aisha. Il contient ses vêtements, mais aussi un t-shirt du groupe New Kids on the Block et un livre pour enfants qui n'appartient ni à Aisha, ni à sa famille. Bon, il paraît évident que quelqu'un a tiré la fillette à l'extérieur. Aujourd'hui encore, personne ne comprend pourquoi une petite fille de 9 ans a quitté la sécurité de son lit pour marcher vers l'inconnu, en pleine nuit et en plein déluge. Parfois, les monstres ne se cachent pas dans l'ombre. Ils vivent au grand jour, et puis, un jour, le masque tombe. William Bradford Bishop Jr. est l'incarnation du rêve américain. Diplomate au département d'État américain, polyglotte, il vit avec sa femme, sa mère et ses 3 jeunes fils dans une banlieue huppée de Bethesda dans le Maryland. C'est un homme intelligent, sportif, mais aussi décrit comme intense, sujet à des accès de colère et à des dépressions. Le 1er mars 1976, Bishop apprend qu'il n'obtiendra pas la promotion qu'il convoite tant. Pour un homme dont la carrière est tout, c'est un échec cuisant. Ce soir-là, il dit à sa femme qu'il ne se sent pas bien et quitte le travail plus tôt. Il s'arrête dans un centre commercial, achète un marteau de mécanicien et un bidon d'essence. Ce qui se passe ensuite relève de l'horreur pure. Bishop assassine toute sa famille dans son sommeil. Une fois la tuerie terminée, Bishop charge les 5 corps dans le break familial.
Il roule pendant des heures sur des centaines de kilomètres jusqu'à une zone marécageuse isolée en Caroline du Nord. Là, il creuse une tombe sommaire, jette les corps dedans, les asperge d'essence et y met le feu. Le lendemain, un garde forestier découvre le brasier macabre. Pendant ce temps, Bradford continue sa fuite. Il roule jusqu'au parc national des Great Smoky Mountains et y abandonne le break familial. Puis Bradford Bishop s'évapore. Il est officiellement inculpé et le FBI le place sur sa liste des 10 fugitifs les plus recherchés. Mais l'homme, avec ses compétences linguistiques, son intelligence et son expérience des voyages internationaux, est le fugitif parfait. Car à partir de là, il n'y a plus aucune trace de lui. Au fil des décennies, les signalements ont afflué, faisant de lui un fantôme que l'on a cru voir partout, que ce soit en Suède, en Suisse ou encore en Italie. Bishop, s'il est encore en vie, aurait aujourd'hui plus de 80 ans. A-t-il vécu le reste de sa vie dans l'anonymat? Ou est-il mort peu après sa fuite, son corps n'ayant jamais été retrouvé? Imaginez un bal costumé, les aventuriers. La musique est assourdissante, les rires fusent et la fête bat son plein. La fête se termine, vous rentrez chez vous et vous enlevez votre déguisement, puis vous vous couchez. Le lendemain matin, le costume est toujours là, posé sur le lit, mais vous avez disparu. Cette histoire, c'est celle de Cindy Song. Nous sommes en 2001 à State College en Pennsylvanie, une ville universitaire américaine typique. Cindy, de son vrai nom Yoon Young Song, est une étudiante sud-coréenne de 21 ans, pleine de vie, connue pour son énergie et ses nombreux amis. Le 31 octobre, c'est Halloween. Cindy et ses amis participent à une grande fête dans un club du centre-ville et elle décide de porter un costume de lapin pour l'occasion. La soirée se passe bien, puis vers 2h du matin, ses amis la déposent chez elle. Cindy est exténuée de sa folle soirée, mais elle est chez elle, elle est en sécurité. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Le lendemain, son silence inquiète ses amis, mais comme c'est le week-end, il décide de la laisser tranquille, supposant qu'elle récupère encore. Ce n'est que lundi 4 novembre, alors que l'angoisse a remplacé l'agacement, que ses amis se rendent à son appartement. Ils y trouvent la porte désespérément verrouillée et, après avoir appelé en vain, ils contactent la police. Quand les officiers pénètrent dans l'appartement, la scène qu'ils découvrent est glaçante, car tout semble figé dans le temps. Le costume de lapin est posé sur le lit de Cindy, comme si elle l'avait retiré juste avant de se coucher. Son portefeuille sur une table, contenant ses cartes et son argent, ses clés sont juste à côté, et son téléphone portable est tranquillement en train de charger. Il ne manque absolument rien, sauf Cindy. L'enquête s'oriente donc immédiatement vers une piste criminelle. Les policiers découvrent que la jeune femme avait un admirateur secret, mais cette piste ne mène nulle part. Puis un témoin crucial se manifeste, affirmant avoir vu une jeune femme ressemblant à Cindy en difficulté, avec un homme dans une voiture, un véhicule qui a ensuite été vu se dirigeant vers une zone boisée. Cette information est prise très au sérieux et mène les enquêteurs à un suspect principal. Un prédateur local, nommé Hugo Zielinski. L'homme est déjà soupçonné de plusieurs meurtres dans la région et la police fouille sa propriété, à la recherche de restes humains. Malheureusement, il trouve bien des corps, mais il n'y a aucune trace de Cindy Song. 24 années ont passé et Zielinski n'a jamais été inculpé. Et aujourd'hui encore, personne ne sait qui ou quoi est venu chercher Cindy cette nuit-là. Ok, préparez-vous mentalement les aventuriers, car on va aborder un cas assez sensible, celui de la disparition de Tara Calico. Le 20 septembre 1988 à Belen, au Nouveau-Mexique, le soleil se lève sur une journée ordinaire. Tara Calico, une étudiante de 19 ans passionnée de vélo, se prépare pour son rituel quotidien. Chaque matin, elle part pour une longue balade à vélo sur l'autoroute 47, souvent accompagnée de sa mère Patty. Mais ce matin-là, Patty a un mauvais pressentiment et lui conseille de prendre une bombe lacrymogène. Tara refuse catégoriquement, elle a un rendez-vous pour jouer au tennis avec son petit ami à midi. Elle est persuadée que rien ne pourra lui arriver et lance à sa mère. « Si je ne suis pas rentrée pour midi, viens me chercher !» Et quand midi arrive, Tara n'est toujours pas rentrée. Patty part la chercher le long d'autoroute, mais ne trouve rien, et finit par alerter la police. Dans une zone terreuse, située à une centaine de mètres de la route, les policiers remarquent des traces de pas, ainsi que des indices troublants. Il y a des canettes de bière vides, ainsi qu'une cassette audio, et la vitre d'un baladeur appartenant à Tara. Il n'y a aucun doute possible, la jeune femme a été enlevée. Au cours des semaines qui suivent, les autorités retrouvent 7 personnes prétendant avoir vu Tara le matin de sa disparition. Tous décrivent la même scène terrifiante. Un véhicule blanc suivant de très près la jeune femme, inconscient du danger à cause de ses écouteurs sur les oreilles. Le conducteur serait un homme entre 35 et 45 ans, de type caucasien avec des cheveux roux et mesurant au moins 1m80. Le véhicule recherché, quant à lui, serait un pick-up Ford blanc des années 1950 à 1960 de type camper shell. Le 24 septembre, les restes du baladeur de Tara sont découverts sur un terrain de camping à 32 km de sa disparition. La police et les bénévoles redoublent d'efforts et poussent la zone de recherche jusqu'au Rio Grande sans jamais trouver la moindre trace de Tara ou d'un quelconque indice.
Ok, l'affaire avance tant bien que mal, mais malheureusement, ces informations n'aboutissent sur aucune piste intéressante. Tara et son vélo ont purement et simplement disparu, plongeant l'enquête dans une impasse qui va durer des mois. Le 15 juin 1989, à des milliers de kilomètres de là, en Floride, une femme découvre un Polaroid sur le parking d'un supermarché. Cette photo va devenir l'une des images les plus glaçantes de l'histoire du crime. Le Polaroid montre deux personnes, une jeune femme et un garçon, tous deux ligotés et bâillonnés avec du ruban adhésif noir, allongés sur ce qui semble être le matelas d'un van, leur visage figé par la terreur. Dès que Patsy Calico voit cette photo à la télévision, son sang se glace. Elle est convaincue que la jeune femme est sa fille, non seulement à cause de la ressemblance, mais aussi à cause d'une cicatrice qui correspond parfaitement à une ancienne blessure de Tara. Regardez attentivement la photo les aventuriers, qu'est-ce que vous en pensez? Cette photo terrifiante ouvre la porte aux pires théories. Est-ce que Tara était victime d'un enlèvement et est restée prisonnière pendant des mois? Et qui est le petit garçon qui l'accompagne? L'affaire est immédiatement relancée, mais la piste ne mène nulle part. Bon, pour conclure ce chapitre, je dois aborder une théorie qui contredit totalement celle du Polaroid. Selon un shérif local, Tara aurait été tuée accidentellement par deux jeunes hommes de la région qui l'auraient heurté avec leur véhicule, un crime qui aurait été couvert par leurs parents influents. Mais sans corps et sans preuve, ce ne sont que les rumeurs. Et surtout, personne ne peut expliquer la plus grande pièce du puzzle. Si c'était un simple accident local, qui est cette fille sur ce Polaroid terrifiant? Très bien les aventuriers, je veux parler d'une histoire qui a traumatisé toute une génération, la disparition du petit Johnny Gosch. Tout commence le 5 septembre 1982 à Ouest des Moines, dans l'Iowa. Johnny Gosch, âgé de seulement 12 ans, se lève comme tous les dimanches matins pour sa tournée de livraison de journaux. Il est 5h45 du matin et, comme d'habitude, son père John l'aide à préparer son chariot. Mais alors qu'il regarde son fils s'éloigner dans l'obscurité, il ignore qu'il le voit pour la toute dernière fois. Quelques heures plus tard, des voisins appellent les Gosch. Leurs journaux n'ont pas été livrés. Inquiet et furieux, John Gosch sort et trouve le chariot de son fils abandonné sur le trottoir, toujours chargé de journaux. Et plus troublant encore, le chien de la famille est rentré sans le petit Johnny. La police est immédiatement appelée, mais celle-ci ne prend pas l'affaire au sérieux. Elle déclare aux parents qu'il ne s'agit que d'une fugue. Face à l'incompétence de la police et pressentant le pire, John et Noreen Gosch se lancent à la recherche d'indices. Ils interrogent d'autres jeunes livreurs de journaux et là, l'histoire prend une tournure sinistre. Un garçon dit avoir vu Johnny parler à un homme dans une voiture Ford bicolore. La disparition de Johnny Gosch va forcer l'Amérique à changer. C'est grâce à lui que la loi Johnny Gosch sera votée, obligeant la police à agir immédiatement en cas de disparition d'enfants. Mais le mystère ne fait que commencer. Car si le visage de Johnny est désormais partout, imprimé sur chaque brique de lait, dans les coulisses, l'enquête piétine et n'aboutit à rien. Les années passent et puis l'affaire bascule dans une dimension presque surréaliste. En 1997, Noreen déclare avoir reçu la visite de Johnny au milieu de la nuit. Il est accompagné d'un homme inconnu et lui a parlé pendant 1 heure avant de disparaître à nouveau, lui disant qu'il ne pouvait rester. Personne n'a jamais pu corroborer cette histoire, mais Noreen va encore plus loin. Elle affirme avoir reçu des photos Polaroid montrant Johnny et d'autres garçons ligotés et liés à la disparition de son fils, à un vaste réseau impliquant des personnalités politiques. Alors, où est la vérité dans tout cela? Johnny a-t-il été victime d'un prédateur isolé, ou bien sa mère a-t-elle touché du doigt une vérité trop dérangeante pour être crue? Ok, après plusieurs histoires éprouvantes, je vous propose de découvrir une histoire pour le moins romanesque. En 1913, Ambrose Bierce est une légende vivante. Ce vétéran de la guerre de sécession est devenu un écrivain à succès, célèbre pour ses récits macabres et son cynisme légendaire. Mais à 71 ans, Ambrose est épuisé. Il est fatigué de sa propre légende, fatigué de la vie, et surtout, il est tenté par la mort de ses 2 fils. Il décide qu'il lui faut un dernier acte et annonce à ses amis qu'il part pour le Mexique. Mais ne vous y trompez pas les aventuriers, l'écrivain ne part pas se ressourcer sur les plages de Cancun avec une margarita dans la main. Ce qu'il recherche, c'est le danger, et son voyage n'a absolument rien d'une visite touristique. Car au début du XXe siècle, le Mexique n'est pas une destination de vacances. C'est un pays à feu et à sang, ravagé par la Révolution. Il écrit à sa famille qu'il va d'abord visiter les anciens champs de bataille de la guerre de sécession avant de plonger dans le conflit mexicain. Dans une de ses dernières lettres, il écrit cette phrase prophétique. « Être un gringo au Mexique? Ah, ça c'est de l'euthanasie !» Ouais, on peut dire qu'Ambrose est pour le moins téméraire. Le 26 décembre 1913, il envoie une dernière lettre depuis Chihuahua, où il décrit la vie dans le camp de Pancho Villa. Mais après cet ultime témoignage, Bierce s'évapore dans la poussière et le chaos de la révolution mexicaine. Sa disparition est un mystère parfait, comme s'il l'avait écrite lui-même. Certains historiens pensent qu'il est mort en janvier 1914 lors de la brutale bataille d'Ojinaga.
D'autres pensent qu'il n'a jamais rejoint Pancho Villa et qu'il a été capturé et exécuté comme espion américain par l'une des nombreuses factions rivales. Mais il existe une hypothèse encore plus étrange. Ambrose Bierce, fatigué de tout, aurait-il orchestré sa propre fin? Certains suggèrent qu'il n'est jamais allé au Mexique ou qu'il en est revenu secrètement pour mettre fin à ses jours. Toute cette mise en scène aurait donc été l'ultime acte de contrôle d'un homme qui voulait maîtriser sa propre légende jusqu'au bout. Il y a des noms qui sont synonymes de pouvoir, de richesse et d'invincibilité. Rockefeller est l'un d'entre eux. C'est une dynastie américaine qui a bâti sa fortune sur le pétrole et qui tient les rênes de l'économie américaine. Mais en 1961, l'héritier de cet empire, Michael, ne rêve ni de Wall Street ni de pouvoir. Ce qui anime le jeune homme de 23 ans, c'est l'art primitif, les cultures tribales et le monde dans sa forme la plus brute. Cette passion le pousse à partir pour un territoire aussi fascinant qu'hostile. La Nouvelle-Guinée, alors colonie néerlandaise. Le 17 novembre, Michael est à bord d'un canoë de fortune avec l'anthropologue René Vasing. Mais la mer se lève, l'embarcation chavire au large de la côte sud, les laissant dériver. Tandis que deux guides locaux nagent vers la rive pour chercher de l'aide, Vasing et Rockefeller s'accrochent à la coque retournée. Les heures passent et Michael, jeune et athlétique, est convaincu qu'il peut le faire. Il s'attache à un bidon vide comme flotteur et commence à nager vers la terre ferme. Ce sera la dernière fois qu'on verra Michael Rockefeller vivant. Le lendemain, René Vasing est secouru et une gigantesque opération de sauvetage est lancée. Nelson Rockefeller débarque, il affrète des avions et des navires de la marine pour retrouver son fils, mais on ne trouve rien. En 1964, Michael est officiellement déclaré mort, noyé ou peut-être victime d'un prédateur marin. Fin de l'histoire? Pas vraiment. Car très vite, des témoignages troublants émergent des profondeurs de la jungle. Deux missionnaires néerlandais rapportent des récits qui font froid dans le dos. Oui, un homme blanc est bien sorti de l'eau, près du village de Janep. Il a été maîtrisé, poignardé, puis dévoré. Les guerriers auraient partagé ses restes, les utilisant comme outil ou arme rituelle. Aussi horrible soit-il, ce n'était pas un acte de sauvagerie pure, c'était un acte de vengeance. Quelques années plus tôt, une patrouille militaire avait tué plusieurs hommes importants du village lors d'une opération de pacification. En sortant de l'eau, Michael aurait été confondu avec ce pouvoir colonial et puni en conséquence. Un rapport évoquant cette théorie circule dès 1962, mais les autorités néerlandaises étouffent l'affaire. Il faut comprendre qu'à l'époque, la région est une poudrière politique, alors en pleine décolonisation. Alors, que croire? Michael Rockefeller a-t-il été victime d'un accident tragique ou est-il devenu une offrande sur l'autel d'une justice tribale? Et ça, c'est à vous de me le dire les aventuriers. Sur les plages ensoleillées de Floride, la beauté peut être une promesse, mais parfois, c'est un piège mortel. Âgée de seulement 17 ans, Tammy Lynn Leppert a tout pour réussir. Elle est une reine de beauté habituée des concours et a déjà un pied dans le monde du cinéma. Vous l'avez sûrement vu dans le film Scarface, où elle joue la jeune fille qui distrait le conducteur de la voiture de guet pendant la sanglante scène de la tronçonneuse. Seulement voilà, après quelques jours de tournage, Tammy quitte soudainement le plateau, prise d'une crise de panique. Elle est convaincue qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir et que quelqu'un veut la tuer. Son état est si alarmant que sa mère l'a fait interner. Mais après 72 heures d'examen, les médecins la relâchent avec une conclusion glaçante. Sa terreur n'est pas simulée et il n'y a aucune trace de stupéfiant ni d'alcool dans son sang. Le 6 juillet 1983, quelques mois après l'incident Scarface, un ami passe la chercher chez elle pour l'emmener à une fête à Cocoa Beach. Tammy monte dans la voiture, mais un détail est crucial. Elle est pieds nus, sans argent et sans papier. Selon le témoignage de cet ami, une dispute éclate pendant le trajet. Il affirme s'être arrêté sur un parking d'où elle serait sortie, furieuse, et l'aurait tout simplement laissé là, sur le bord de la route. Et malheureusement, personne n'a plus jamais revu Tammy Lynn Leppert et l'enquête a immédiatement patiné. Est-ce que sa paranoïa était fondée? Avait-elle réellement été témoin d'une activité criminelle et qui était justement le sujet du film qu'elle avait fui? Au fil des ans, des pistes plus sombres ont émergé. Son nom était lié à Christopher Wilder, un tueur en série qui sévissait à l'époque en ciblant des aspirants mannequins, mais la police n'a jamais pu établir de lien concret. Alors, est-ce que Tammy a été réduite au silence? Ou bien, dans un état de détresse psychologique aiguë, a-t-elle été victime d'un prédateur opportuniste sur cette route de Floride? Tammy n'avait que 17 ans, et sa beauté, qui devait lui ouvrir les portes du monde, l'a peut-être conduite vers sa perte. Et si je vous disais que le Royaume-Uni a sa propre affaire du pont de Ligonnès? Ah, je vois que j'ai votre attention les aventuriers. Imaginez la scène. Nous sommes à Londres en 1974, en plein cœur de l'aristocratie britannique. Au centre de ce beau monde, il y a Richard John Bingham, 7e comte de Lucan. Lord Lucan est un homme charismatique, avec des goûts de luxe, et est un joueur professionnel de backgammon.
Néanmoins, il écrivait de dettes de jeu et vient de perdre une bataille judiciaire pour la garde de ses enfants. Bingham devient obsédé par l'idée de récupérer ses enfants et se met à espionner sa femme. Cette obsession, combinée avec ses pertes de jeu, va bientôt le précipiter dans une spirale d'horreur et de violence. Le soir du 7 novembre 1974, un drame se noue dans la maison familiale de Belgravia. Les enfants dorment à l'étage, tandis que Sandra Rivette, la nounou, descend à la cuisine. Dans l'obscurité, elle est attaquée par un homme et tuée d'un coup de tuyau de plomb, puis placée par son meurtrier dans un grand sac postal. Lady Lucan descend à son tour pour voir ce qui retarde la nourrice. Elle appelle du haut de l'escalier, avant d'être assaillie. Au cours de la lutte, elle mord son assaillant et affirme reconnaître la voix de son mari. Puis, après l'agression, Lady Lucan s'enfuit ensanglantée dans un pub. Presque au même moment, Bingham appelle sa mère, évoque une terrible catastrophe, mais refuse de parler à la police. Puis il part chez des amis, où il écrit des lettres hâtives. Il proteste de son innocence, accuse sa femme de paranoïa, confie ses enfants à son beau-frère et règle ses dettes. Puis, au milieu de la nuit, il quitte la maison de ses amis au volant d'une Ford Corsair. Personne ne le reverra plus jamais. Quelques jours plus tard, la voiture est retrouvée abandonnée sur la côte, le moteur froid et une tache de sang à l'intérieur. L'enquête conclut rapidement. Richard Bingham a confondu la nounou avec sa femme dans le noir, l'a tuée, a tenté de tuer sa femme, puis a pris la fuite. La théorie la plus simple veut que le Lord, rongé par le remords, se soit jeté dans la Manche, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Une autre hypothèse, bien plus tenace, propose une exfiltration parfaitement orchestrée par ses puissants amis aristocrates. Les pistes emmènent les enquêteurs en Colombie, en Afrique du Sud et même en Australie. Et là, coup de théâtre. En décembre 1974, la police pense enfin tenir son homme et procède à une arrestation très médiatisée. Mais l'homme qu'ils ont capturé n'est pas Lord Lucan. Il s'agit de John Thompson Stonehouse, un homme politique britannique et agent double pour la Tchécoslovaquie, qui tentait lui aussi de disparaître en simulant sa propre mort. En 2016, Richard John Bingham est officiellement déclaré mort. Mais pour beaucoup, il a peut-être réussi son dernier pari, celui de disparaître pour de bon. Bien, restons encore un moment en Australie les aventuriers. Nous sommes le 26 janvier 1966, le jour de la fête nationale au pays des kangourous. Les débats sont pleins alors Jane Beaumont, 9 ans, sa sœur Arna, 7 ans, et le petit Grant, 4 ans, demandent à leurs parents s'ils peuvent aller à la plage de Glenlegg pour se rafraîchir. Le trajet en bus ne dure que 5 minutes, alors leur mère Nancy accepte et leur donne de l'argent pour le bus et le déjeuner. Autre époque, autre mœurs, me diriez-vous. Et vous auriez parfaitement raison. C'est une scène qui nous semblerait totalement inconsciente aujourd'hui. Les enfants arrivent seuls à la plage à 10h15, avec pour seule et unique consigne de sauter dans le bus de 14h. C'est un plan simple, réglé comme du papier à musique, dans un monde où l'on ne s'inquiétait pas encore des ombres. L'endroit est bondé, mais très vite, des témoins remarquent quelque chose. Les 3 enfants ne sont pas seuls. Ils jouent avec un homme grand et athlétique de type surfeur. Fait important, les témoins diront plus tard qu'ils n'étaient pas inquiets car les enfants semblaient parfaitement heureux, riant et jouant avec lui. À un moment, on les voit entrer dans une boulangerie, d'où ils ressortent avec des pâtisseries achetées, non pas avec les pièces de leur mère, mais avec un billet donné par l'inconnu. La dernière fois qu'on les verra de manière fiable, c'est vers 12h15. Un facteur local les croise, alors qu'ils marchent seuls et s'éloignant de l'arrêt de bus, ils ont l'air si heureux qu'ils lui font même un signe de la main. Puis le compte à rebours s'enclenche. À 14h, le bus arrive sans eux. À 15h, Nancy Beaumont se rend elle-même à l'arrêt de bus et lorsque son mari rentre du travail, la police est appelée. C'est là que l'Australie bascule dans l'horreur. La disparition des enfants Beaumont déclenche la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du pays, la presse devient folle et, soudain, chaque parent australien regarde ses propres enfants différemment. Alors que l'enquête piétine et que l'homme blond reste un fantôme malgré des centaines de témoignages, l'affaire bascule dans une dimension encore plus étrange. Les parents reçoivent des lettres prétendument écrites par Jane, affirmant qu'ils vont bien et qu'ils sont retenus par l'homme qui s'occupe d'eux. Le piège est parfait. À l'époque, la police a cru à leur authenticité, car l'écriture ressemblait à s'y méprendre à celle de Jane. Mais ce n'était qu'un canular, une manœuvre cruelle, qui envoyait l'enquête sur une fausse piste pendant des mois. Puis le cirque médiatique s'emballe. Un célèbre voyant néerlandais est appelé à la rescousse, déclarant que les enfants sont morts et enterrés sous le sol en béton d'une usine. Malgré le scepticisme de la police, la pression publique est immense. Des fonds sont levés et une usine est fouillée, avec son sol défoncé à grands frais. Mais malheureusement, on ne trouve rien, ce n'est qu'une cruelle fausse piste de plus. Des décennies plus tard, en 2013 et en 2018, la police creuse à nouveau sur un autre site industriel, sur la base de nouvelles analyses. Et encore une fois, le sol est resté muet. Ok, voilà une affaire qui a été beaucoup réclamée dans l'iceberg des disparitions de la nature.
Il est donc temps de lui accorder toute l'attention qu'elle mérite. Imaginez-vous faire la tournée des bars avec votre bande de potes. C'est une soirée classique, l'alcool coule à flot et la musique vous cogne dans les oreilles. Mais alors que la nuit s'éternise et que la fatigue vous gagne, votre meilleur ami disparaît sans laisser la moindre trace. Ce scénario, c'est un cauchemar à état pur, et pourtant, c'est ce qui est arrivé à Brian Shaffer. Nous sommes le 31 mars 2006 à Columbus, dans l'Ohio. L'ambiance est à la fête, car c'est le début du spring break. Brian Shaffer est un étudiant en médecine de 27 ans et doit s'envoler pour Miami le lendemain avec sa copine. Alors, pour lancer les vacances, il rejoint ses potes Clint Florence et Meredith Reed pour une tournée des bars. Brian est épuisé par ses révisions, mais il a besoin de décompresser. Sa mère est décédée 3 semaines plus tôt, et donc Clint propose de sortir pour lui changer les idées. Vers 1h15 du matin, les 3 amis entrent dans le Ugly Tuna Saloon, un bar populaire situé au 2e étage d'un immeuble. Le seul accès public à ce bar est un long escalator qui est filmé en permanence par une caméra de sécurité. Pendant un moment, le groupe se sépare dans la foule. Mais à 1h55, la caméra de sécurité enregistre la scène. Brian est dehors, sur le palier, en train de discuter avec 2 jeunes femmes. Le jeune homme a l'air parfaitement détendu, il termine sa conversation, pivote et rentre dans le bar. À partir de ce moment, tout s'accélère. Le bar ferme alors Clint et Meredith attendent Brian à la sortie, au bas de l'escalator. Il attend impatiemment, appelle sur son portable, mais Brian ne répond pas. Pensant qu'il est peut-être rentré de son côté, les 2 amis rentrent chez eux. Le lendemain, Brian ne se présente pas à l'aéroport et ignore les appels de sa petite amie. L'alerte est donnée, et c'est là que le mystère devient impénétrable. Les enquêteurs visionnent la caméra de l'escalator, puis celle des établissements voisins, espérant apercevoir le jeune homme sur la bande, mais il n'y a rien. Brian s'est évaporé. Alors on peut imaginer que le jeune homme est sorti déguisé, échappant à la vigilance de ses amis et des enquêteurs. On peut aussi imaginer que Brian, accablé par le décès récent de sa mère, ait décidé de tout plaquer pour démarrer une nouvelle vie ailleurs. L'hypothèse est séduisante, mais elle ne tient pas la route. Pourquoi disparaître la veille d'un voyage à Miami avec sa petite amie qu'il adorait? Et surtout, pourquoi infliger cette torture à son père juste après le décès de sa mère? En fouillant le bar, les policiers découvrent une autre issue non utilisée par le public. Cette porte de service donne sur un chantier complexe, mal éclairé et surtout mal filmé. Brian n'apparaît pas sur les enregistrements des caméras, mais tout à fait possible qu'il ait traversé la zone hors champ. Ok, la piste est prometteuse, mais elle n'explique pas grand-chose. Outre la piste du chantier, les policiers se concentrent sur les détails troublants. Tout l'entourage de Brian a été soumis au détecteur de mensonges et tous ont passé le test, sauf Clint Florence, qui a catégoriquement refusé. Est-ce que Clint sait quelque chose sur la disparition de son ami? La technologie ajoute une couche de mystère, notamment à cause du téléphone de Brian. Sa petite amie dévastée l'appelle tous les soirs, tombant invariablement sur la messagerie, jusqu'à une nuit de décembre où le téléphone a sonné 3 fois. Au même moment, un ping a été détecté par une antenne à 23 km de là, un fait troublant que la compagnie de téléphone a plus tard qualifié de simple bug technique. Un ami qui refuse de parler, une porte de service dans un angle mort et un bug téléphonique à 23 km de là, des mois plus tard. C'est vraiment très étrange et je vous avoue que je suis complètement perdu. Brian Shaffer est entré dans ce bar et n'en est jamais ressorti. D'après vous les aventuriers, s'agit-il d'un crime dissimulé, d'un accident tragique sur le chantier ou de la disparition volontaire la plus parfaite jamais orchestrée? Le 15 avril 2007, le Castiu, un catamaran de luxe de 12 mètres, quitte Early Beach pour ce qui s'annonce comme un voyage de rêve le long des côtes du Queensland. À bord du Castiu se trouvent 3 hommes d'expérience. Le propriétaire Derek Batten, 56 ans, ainsi que ses 2 voisins et amis, les frères James et Peter Tunstead, âgés de 63 et 69 ans. Un dernier appel le 15 avril confirme que tout va bien, que le temps est superbe et que le moral est au beau fixe. Mais le 18 avril, un hélicoptère remarque le Castiu en train de dériver étrangement au large, près de la grande barrière de corail. Ce n'est que 2 jours plus tard que les autorités maritimes arraisonnent le catamaran, qui dérive toujours dangereusement près du récif. Et là, les aventuriers, ils découvrent une scène digne d'un film d'horreur. Le bateau est vide. Le Castiu est ce qu'on appelle un vaisseau fantôme. Sur la table du carré, un ordinateur portable est ouvert et allumé, le GPS fonctionne et le moteur tourne au ralenti. Dans la cuisine, de la nourriture est en train d'être préparée, comme si quelqu'un allait passer à table d'une minute à l'autre. Le linge est à moitié plié, les jets de sauvetage sont tous rangés à leur place et les cannes à pêche sont encore dehors. Mais il n'y a plus aucune trace des 3 hommes. Les enquêteurs trouvent une caméra vidéo retrouvée à bord et un enregistrement datant du 15 avril. On y voit les 3 hommes, souriants et pêchants. Puis la caméra est posée et continue de filmer, enregistrant des vagues, un bout de ponton, mais les 3 hommes ne sont plus dans le champ. Alors, que s'est-il passé entre ces dernières images et la découverte du bateau? L'enquête du coroner a tenté de reconstituer un scénario plausible, une tempête parfaite d'accidents.
Peut-être que Peter est tombé à l'eau en tentant de libérer une ligne de pêche prise dans l'hélice. James aurait alors plongé pour le sauver, et Derek, voyant le bateau s'éloigner d'eux, aurait sauté à son tour pour les aider. Nous faisons donc face à une théorie de domino tragique, mais elle laisse beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi 3 marins expérimentés paniqueraient-ils ainsi, et surtout, pourquoi aucun jet de sauvetage n'a-t-il été utilisé? D'autres théories étaient évoquées comme une vague scélérate, mais le bateau est en bon état. En outre, une attaque de pirates est très peu probable dans cette zone très fréquentée. Il nous reste donc l'enlèvement extraterrestre et la faille interdimensionnelle, mais blague à part, l'absurdité de ces théories montre surtout à quel point le mystère est total. Le casse-tout est le mari céleste des temps modernes, et à ce jour, aucune explication rationnelle n'a jamais été trouvée. Cap sur le Canada, les aventuriers. Dans la nuit du 30 juin 2002, la ville portuaire de Nanaimo, sur l'île de Vancouver, est alors en fête. C'est le week-end de la fête du Canada, et Lisa Marie Young, une jeune femme de 21 ans d'origine autochtone, célèbre avec des amis. Lisa est décrite comme rayonnante et pleine de vie, n'ayant aucune raison de disparaître. Pourtant, au petit matin, c'est exactement ce qui va se passer. Après la fermeture des bars, Lisa et ses amis se rendent à une after-party dans une résidence du centre-ville, et c'est là que les choses deviennent floues. Selon les témoins, une figure locale du nom de Christopher Adair, dit Crash, propose de la conduire à une autre fête dans le quartier de Cathers Lake. Lisa, qui est affamée, accepte de suivre le jeune homme, pensant qu'il s'agit simplement d'un détour pour aller chercher de la nourriture. C'est la dernière fois que ses amis la voient. Son ami qui l'attendait pour rentrer reçoit un dernier appel de Lisa. Mais je vous laisse écouter le témoin. I call her back. She goes, Dallas, I don't know what's going on. This guy won't bring me back. We're sitting in a driveway on Bowen Road, and he won't bring me back. We're just sitting here. She's like, I'm bored. I'm getting pissed off. L'alerte est immédiatement donnée, et l'enquête se concentre sur Adair. Oui, elle est montée avec lui, mais elle aurait simplement déposé un coin de rue pour qu'elle achète des cigarettes. Le problème, c'est que son histoire ne colle pas, la police le soupçonne fortement de mentir, mais n'a aucune preuve matérielle pour le retenir. Vous connaissez l'adage, pas de corps, pas de scène de crime. L'affaire prend une tournure encore plus sombre quand on réalise que Nanaimo est sur l'autoroute des larmes, un couloir tragique où des dizaines de femmes autochtones ont disparu ou ont été assassinées. Est-ce que la disparition de Lisa s'inscrit dans ce schéma terrifiant? Des témoins affirment avoir vu la Jaguar rouge du suspect près d'un étang isolé cette nuit-là, mais les fouilles n'ont rien donné. Christopher Adair est toujours en liberté, et cet appel à 4h30 du matin reste l'écho glaçant des derniers moments de Lisa Marie Young. Les aventuriers, imaginez un paquebot de croisière. Alors oui, je sais, ce décor vous rappelle l'affaire Rebecca Coriam. On pourrait croire que c'est la même histoire, la même tragédie, mais la vérité c'est que cette fois, il ne s'agit pas d'une disparition dans l'océan. Il s'agit d'un enlèvement. En mars 1998, Emmeline Bradley est en vacances avec ses parents Ron et Eva et son frère Brad. La famille navigue dans les eaux turquoises des Caraïbes, à bord du luxueux Rhapsody of the Seas. La nuit du 23 au 24 mars est festive. Amy et son frère Brad passent la soirée au club du navire. L'ambiance est électrique, Amy est vue en train de danser et de discuter avec l'un des musiciens du groupe, et la fête se termine tard. Vers 5h15 du matin, Ron se réveille brièvement. Il jette un œil au balcon de la cabine et voit sa fille, apparemment endormie dans un fauteuil. Mais à 6h, quand il se réveille à nouveau, le balcon est vide et Amy a disparu. La panique s'installe, mais est aggravée par un détail qui glace le sang. Amy est partie sans ses chaussures, sans ses cigarettes et sans ses papiers. Qui s'aventure pieds nus sur un paquebot de 50 000 tonnes au milieu de la nuit? La famille alerte immédiatement l'équipage, et c'est là que le mystère se double d'un scandale. Les Bradley supplient le capitaine de ne pas accoster à Curaçao, de fermer les issues et de fouiller le navire. Ils demandent de faire un appel général, mais se heurtent à un mur de froideur, la direction refusant de retarder l'escale. À partir de là, les pistes se mêlent, ou plutôt, elles s'évaporent. Le navire est instantanément contaminé, et si Amy a été enlevée, son ravisseur vient de descendre la passerelle en toute impunité. Une enquête est ouverte, et la théorie officielle conclut à la noyade. Amy aurait été victime d'un accident tragique en tombant par-dessus bord. Cette version ne convainc pas les proches de la disparue. Un chauffeur de taxi à Curaçao affirme qu'une femme paniquée a tenté de monter dans sa voiture ce matin-là, disant qu'elle devait fuir et qu'elle avait besoin d'un téléphone. Mais le plus terrifiant arrive en 1999, quand les parents d'Amy reçoivent un email anonyme. L'expéditeur a trouvé des photos sur un site pour adultes prises à Curaçao, montrant une jeune femme qui lui ressemble trait pour trait. Toutefois, l'horreur ne s'arrête pas là. En 2005, un marin de l'US Navy en permission à la Barbade se rend dans une maison close. Il rencontre une femme qui lui dit s'appeler Amy. Elle le supplie de l'aider, affirmant être retenue contre son gré, avant que les gardes ne l'emportent de force. L'hypothèse la plus sombre se dessine alors. Amy n'est pas tombée du paquebot.
Elle a été enlevée, peut-être avec la complicité de l'équipage, et vendue à un réseau de trafic humain. Et encore aujourd'hui, personne ne sait si elle est toujours vivante ou si elle a disparu à jamais. Parfois, ce n'est pas une personne qui disparaît, c'est un village entier. En novembre 1930, Joe Labelle, un trappeur canadien expérimenté, remonte le cours du lac Anjikuni dans le territoire glacé du Nunavut. C'est un périlleux désert de glace, mais Labelle connaît bien la région. Il se dirige vers un village inuit qu'il a souvent visité, un campement prospère d'une trentaine d'âmes, afin d'y trouver refuge. Mais alors qu'il approche, il est saisi par un silence de mort. Il n'y a pas de fumée qui sort des tentes, pas d'enfants qui jouent, et surtout, pas le moindre hurlement de chien de traîneau. Le trappeur entre dans les huttes, et ce qu'il découvre le glace jusqu'aux os. Dans une hutte, une marmite de ragoût de caribou est suspendue au-dessus d'un feu éteint depuis longtemps, le repas gelé par le froid. Dans une autre, il trouve un manteau d'enfant avec une aiguille encore plantée dedans, comme si le couturier venait de s'absenter. Plus troublant encore, les fusils des chasseurs sont là, appuyés contre les parois des tentes. Mais l'horreur atteint son paroxysme, un peu plus loin. Les chiens de traîneau, la ressource la plus précieuse du village, sont retrouvés morts de faim, toujours attachés à leur poteau. Enfin, Joe Labelle se rend au cimetière. Les tombes ont été vidés et les pierres tombales soigneusement empilées à côté. Absolument terrifié, Labelle parcourt des kilomètres jusqu'au poste le plus proche de la Gendarmerie royale du Canada. L'enquête qui s'ensuit ne fait qu'épaissir le mystère, surtout lorsque des témoins rapportent avoir vu une lumière étrange bleue dans le ciel au moment présumé de la disparition. Les autorités tentent de minimiser l'affaire, parlant d'un simple campement saisonnier abandonné et d'une histoire gonflée par la presse. Mais cette hypothèse n'explique ni les chiens morts de faim, ni les armes abandonnées, ni même les tombes vidées. Et vous les aventuriers, de quel côté penchez-vous? S'agit-il d'une disparition authentique ou d'une légende urbaine montée de toutes pièces? Le 7 décembre 1958, Kenneth Martin, sa femme Barbara et leurs 3 filles, Barbie, Suzanne et Virginia, quittent leur domicile de Portland pour une sortie en famille. C'est un dimanche, la saison de Noël approche, et la famille décide d'aller couper du hou dans la magnifique gorge du fleuve Columbia. Ils sont vus une dernière fois, en début d'après-midi, faisant le plein dans une station essence. Ce n'est que 2 jours plus tard, lorsque Ken ne se présente pas au travail, que l'alerte est officiellement donnée. La région est fouillée, mais l'hiver s'installe et les recherches doivent être suspendues. Le mystère reste entier jusqu'en mai 1959, presque 6 mois plus tard. C'est là que l'horreur refait surface, littéralement. Les corps de Suzanne et Virginia sont retrouvés flottant dans le fleuve Columbia, à des kilomètres l'un de l'autre. Le verdict officiel tombe, les 2 fillettes sont mortes de noyade. Mais un détail troublant vient hanter l'affaire. Un technicien affirme avoir vu ce qui ressemblait à des trous de balles dans leur tête, une affirmation immédiatement balayée par le médecin légiste. L'enquête semble trouver sa conclusion lorsque les traces de pneus, correspondant au break-fort de la famille, sont découvertes menant à une falaise, suggérant une sortie de route accidentelle. La police de l'époque trouve aussi un pistolet volé non loin, mais ne parvient pas à relier toutes les pièces de ce puzzle. L'affaire est classée, du moins pendant presque 70 ans. Fin 2024, Arthur Mayo localise un véhicule correspondant au break des Martins, enfoui dans les sédiments à 15 mètres de profondeur. En mars 2025, les efforts de récupération commencent et l'analyse du châssis et du moteur est formelle. Les autorités sont sûres à 99% que c'est la voiture des Martins. Les terribles dernières heures des Martins se dessinent. La famille aurait plongé dans le fleuve au niveau d'une ancienne rampe de mise à eau, mal signalée et abandonnée. Et encore aujourd'hui, si le sort de Kenneth, Barbara et Barbie n'est pas officiellement confirmé, le fleuve Columbia vient peut-être enfin de livrer son plus sombre secret. Les aventuriers, est-ce que vous croyez aux théories du complot? Kenny Veach, lui, est peut-être tombé dedans par accident. En 2014, ce randonneur excentrique du Nevada de 47 ans poste un simple commentaire sur YouTube. Il affirme avoir trouvé une grotte étrange près de la base aérienne de Nellis, une grotte en forme de M majuscule. Mais ce n'est pas tout. Kenny raconte qu'en s'approchant, son corps entier s'est mis à vibrer de façon intense et terrifiante, comme s'il était repoussé par une force invisible. Immédiatement, les internautes se moquent, le traitant de menteur et le mettant au défi d'y retourner avec une caméra. Piqué au vif, Veach décide de relever le défi et part en octobre 2014 à la recherche de la grotte M. On le voit marcher dans le désert, l'air de plus en plus frustré, avant de rentrer bredouille. Le 10 novembre 2014, Kenny Veach repart donc seul, après avoir dit à sa compagne qu'il partait faire une randonnée dans les montagnes de Chip Range. Kenny disparaît et l'alerte est finalement donnée. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour le retrouver dans ce désert impitoyable. Le véhicule de Kenny est rapidement retrouvé et, quelques semaines plus tard, un groupe de volontaires trouve son téléphone portable simplement posé sur un rocher à l'entrée d'un autre puits de mine. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? L'hypothèse la plus simple est qu'il aurait choisi de ne pas revenir.
Sa petite amie a confirmé qu'il souffrait de dépression et que cette histoire de grotte n'aurait été qu'une mise en scène. Ou bien il ne s'agit que d'un simple accident, une banale chute dans un puits de mine non répertorié qui truffe la région. Mais il y a aussi la théorie qui fait frissonner les aventuriers. Et si la grotte M existait réellement? Certains parlent d'infrasons, d'autres d'installations militaires secrètes liées à la zone 51. Peut-être que Kenevich a trouvé quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir? Encore aujourd'hui, personne ne sait s'il a été victime de son désespoir ou de sa découverte. Au début du XXe siècle, l'Amérique est une terre de promesses, attirant des milliers de migrants venus chercher fortune. C'est en ce contexte que Belle Gunness, une immigrante norvégienne robuste, s'installe dans une ferme isolée de l'Indiana. Après la mort suspecte de ses deux maris, Belle se retrouve seule, mais riche, et commence alors à passer des annonces dans les journaux scandinaves du Midwest. Elle s'y décrit comme une veuve respectable, cherchant un partenaire pour gérer sa ferme avec une seule condition. Le prétendant doit apporter toutes ses économies avec lui afin de prouver son sérieux. De nombreux hommes répondent favorablement à l'annonce, tous attirés par la promesse d'une nouvelle vie, avec des milliers de dollars en poche. On les voit se rendre à la ferme de Belle avant de disparaître à jamais. Aux voisins curieux, Belle explique qu'ils sont simplement repartis, mais la ferme gardait un terrible secret. Un secret qui sent la terre fraîchement retournée, du côté de l'enclos des cochons. Le 28 avril 1908, le chaos éclate lorsque la ferme Gunness est ravagée par un incendie criminel. Dans la décombres calcinée, les autorités trouvent une scène d'horreur. Les corps des 3 enfants de Belle et ceux d'une femme adulte ôtés de sa tête. La tragédie émeut la ville, qui pense aussitôt que Belle Gunness est morte, victime d'un rôdeur. Le coupable semble tout désigner. Il s'agit de Raylan Fear, l'homme à tout faire qu'elle venait de licencier, qui l'a menacé et qui est immédiatement arrêté pour meurtre et incendie criminel. Mais l'affaire ne fait que commencer. Le frère d'un des hommes disparus arrive en ville, convaincu que Belle est une meurtrière, et insiste pour que l'on fouille la propriété. Les enquêteurs commencent à creuser, et c'est là qu'ils découvrent l'horreur. L'enclos des cochons et la cave sont un véritable charnier, rempli de morceaux de corps, d'os et de crânes. On estime qu'entre 25 et 40 personnes gisent sur le terrain de Belle. Mais le vrai mystère, c'est le corps de la femme sans tête. L'analyse dentaire ne correspond pas, et le corps est bien plus petit que la corpulence de Belle. Raylan Fear, avant de mourir en prison, confirme qu'elle était bien une meurtrière, mais n'a jamais su si elle avait réussi à fuir. Et aujourd'hui encore, personne ne sait si Belle Gunness est morte dans cet incendie ou si elle a réussi le crime parfait. Allez les aventuriers, on termine notre incursion à la surface de l'iceberg avec un mystère qui n'aurait jamais dû exister. L'impossible disparition d'un avion de ligne entier. Imaginez l'aéroport de Luanda, en Angola. Un Boeing 727 est là, en train de pourrir sur le tarmac depuis plus d'1 an, en mauvais état et générant des frais de parking astronomiques. Mais le soir du 25 mai 2003, 2 hommes montent à bord. Ben Padilla, un mécanicien navigant américain, et John Michael Mutantu, un mécanicien congolais. Il est important de noter que ni l'un ni l'autre n'est un pilote de Boeing 727 certifié, un avion qui nécessite un équipage de 3 personnes qualifiées. Et pourtant, les 2 hommes démarrent les moteurs. L'avion commence à rouler sur le tarmac de manière erratique, sans contact avec la tour de contrôle, tout feu éteint et transpondeur coupé. La tour de contrôle, médusée, tente de les contacter en vain, mais le 727 s'aligne sur la piste, pousse les gaz et décolle, s'envolant vers l'Atlantique Sud, avant de disparaître définitivement. C'est le début de l'une des chasses à l'homme les plus intenses de l'ère moderne. Les agences de renseignement américaines sont en alerte maximale, car un Boeing de cette taille entre de mauvaises mains est une arme potentiellement dévastatrice. Mais les jours deviennent des semaines, et aucune trace du Boeing n'est retrouvée. Il n'y a ni épave, ni de nappe de pétrole dans l'Atlantique, ni même de revendications. Le silence est total, et personne n'y comprend rien. La théorie la plus simple est qu'un équipage non qualifié a tenté un décollage et s'est écrasé immédiatement dans l'océan, l'épave coulant par des milliers de mètres de fond. Mais d'autres pensent à un vol commandité. Est-ce que Padilla et Mutantu, agissant pour le propriétaire de l'avion, tentaient-ils de récupérer l'appareil afin d'éviter les frais angolais et le revendre? Était-ce une fraude à l'assurance bien ficelée ou bien une tentative de vol qui a mal tourné? Cependant, la famille de Padilla reste convaincue qu'elle a été trahie et tuée après avoir livré l'appareil. Encore aujourd'hui, un Boeing 727 entier manque à l'appel, attendant peut-être, quelque part, de refaire parler de lui. Et voilà les aventuriers, nous arrivons au terme de cette première partie. Nous avons exploré la surface de l'iceberg des disparitions mystérieuses, et j'espère que ce voyage à travers ces 30 vies volatilisées, ces 30 enquêtes qui hantent encore le monde, vous a profondément captivé. Si le concept vous a plu, et que vous êtes prêt à plonger dans les eaux claires de l'iceberg, faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi quelle affaire de ce premier niveau vous a le plus marqué, car j'ai encore des dizaines de dossiers en réserve pour les niveaux inférieurs. Et puis, comme d'habitude, laissez un pouce bleu et pensez à booster la vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous pour aider la chaîne à grandir. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les aventuriers.
Tâchez de ne pas disparaître dans la nature, et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Terra Nova pour une nouvelle aventure.